Bonjour à tous et merci d'assister à ce webinaire présenté par SSQ Assurance. Je me présente Jean-François Pécan, analyste en développement des fonds chez SSQ. Nous sommes heureux de vous présenter aujourd'hui Éric Bossé, vice-président senior chez Sea Worldwide, ici pour nous parler de leur stratégie d'action internationale. Sachez que s'il reste du temps à la fin, il nous fera plaisir de répondre à une ou deux questions que vous pouvez poser via la section Q&A de votre interface WebEx. Sachez que vous pouvez aussi communiquer en tout temps avec votre représentant SSQ Assurance afin de poser toutes vos questions. Sans plus tarder, Éric, la parole est à toi. Merci beaucoup, Jean-François. Et peut-être avant que tu mutes ton appareil, juste m'assurer que tu m'entends bien. Oui, je t'entends très bien. Fantastique. Alors, merci de nous donner la chance de parler de notre stratégie chez Sea Worldwide. C'est une année spéciale pour Sea Worldwide et SSQ parce que ça fait déjà maintenant 10 ans qu'on travaille ensemble. Donc, on a célébré en juin de cette année les 10 ans de la relation d'affaires entre SSQ et Sea Worldwide. S'il y en a qui ne sont pas familiers avec le nom de Sea Worldwide, sachez que historiquement, la firme s'appelait Carnegie et qu'elle a changé de nom environ il y a un an et demi. Donc, Sea Worldwide et Carnegie, pour ceux qui se souviennent plus de Carnegie, bien, effectivement, c'est la même firme. On a juste changé de nom il y a environ un an et demi. Donc, 10 ans déjà. Et il y a 10 ans, c'est un mandat qu'on a commencé avec environ 20 millions d'actifs. Aujourd'hui, le mandat est de 150 millions. Donc, je pense que autant pour SSQ, vos conseillers, ainsi que pour Sea Worldwide, bien, c'est un bel exemple de succès. Alors, si on passe maintenant à la slide numéro 2, à la diapo numéro 2, un petit peu d'informations sur Sea Worldwide et qui on est, et où on est et qu'est-ce qu'on fait. Donc, la firme existe depuis 1986, donc environ 30 ans. Je pense que ce qui est important de mentionner ici, c'est que chez Sea Worldwide, depuis 30 ans, nous gérons essentiellement exactement de la même façon les actifs. Donc, le portefeuille qu'on vous présente aujourd'hui date de 1986. La stratégie Action internationale existe depuis 1986. Et vous allez voir qu'un des gestionnaires qui est sur le mandat est en fait avec la firme depuis 1986, donc depuis que la firme est établie et gère cette stratégie-là depuis 30 ans déjà. Sea Worldwide, c'est une compagnie qui est installée à Copenhague, au Danemark. C'est environ une centaine d'employés et 22 gestionnaires de portefeuille font partie de l'équipe. Donc, l'équipe de gestion, et on va le voir un petit peu plus loin, qui est en charge du mandat pour SSQ, c'est 22 personnes. Et aujourd'hui, Sea Worldwide, à travers le monde, a des actifs d'environ 25 milliards. Au Canada, la firme gère un peu plus de 2 milliards d'actifs, essentiellement pour des fonds de pension et des régimes de nature institutionnelle. Donc, au niveau des fonds distincts, vraiment, SSQ est le seul utilisateur de cette stratégie-là. Si on passe à la prochaine diapo, à la page 3, essentiellement, quelle est la philosophie d'investissement chez Sea Worldwide? Bien, je pense que l'élément le plus important et le premier élément, c'est vraiment on gère des portefeuilles à conviction élevée. On va voir un petit peu plus loin, le portefeuille contient 30 titres et n'a jamais détenu plus et en a rarement détenu moins. Ça fait que je dirais qu'en moyenne, là, on est vraiment au niveau de 30 titres. On a énormément de conviction dans les compagnies dans lesquelles on investit. Et généralement, nous gardons nos investissements là, entre 4 et 5 ans. Et on va voir un petit peu plus tard certaines statistiques là, au niveau du portefeuille. Ce qui nous distingue également, c'est qu'on est vraiment un gestionnaire qui focus sur la croissance, mais une croissance à prix raisonnable. Donc, dans le jargon, souvent, on entend la terminologie GARP, le Growth at Reasonable Price. Donc, c'est vraiment ce qui définit notre philosophie. Et on utilise une approche qui est un petit peu différente de ce qu'on retrouve dans le marché. Donc, on a une approche une approche dite thématique. Donc, on identifie certains thèmes, certaines grandes tendances de fonds qui devraient profiter à certains secteurs et à certaines industries. Et c'est comme ça qu'on sélectionne nos compagnies ultimement. Puis je vais revenir un petit peu plus tard là, dans la présentation sur quels sont actuellement les 4 à 5 thèmes qu'on retrouve le plus dans le portefeuille et quel genre de compagnie on a dans chacun de ces thèmes-là.
Rapidement, la prochaine diapo, à la page 4. Essentiellement, je pense que la chose la plus importante de cette slide-là, c'est vraiment le 72 qu'on voit dans la pointe de tarte. Et le 72 représente les actifs investis dans la stratégie internationale et dans la stratégie mondiale. Donc, j'ai dit un petit peu plus tôt, il y a environ une centaine de personnes qui travaillent chez C Worldwide, il y a 22 gestionnaires de portefeuille. Mais on peut voir que vraiment, pratiquement 100% en fait, 72% des effectifs sont vraiment pour les mandats de style international et global. Donc, c'est vraiment notre principale force et c'est vraiment notre raison d'être. C'est vraiment la chose qu'on fait le plus. Donc, on n'est pas un gestionnaire qui a plusieurs types de produits en revenu fixe ou en autre chose. On ne fait que de l'action internationale et des actions mondiales. Jean-François, si tu pouvais aller à la diapo numéro 5 maintenant, s'il te plaît. J'ai parlé un petit peu plus tôt des 22 membres de l'équipe. Vous les avez sur cette diapo-là. Essentiellement, les 4 personnes dans le haut de la diapo sont les gestionnaires de portefeuille au jour le jour. Donc, Bo Knudsen, Bengt Seeger, Lars Wincentin et Mathias Krom. Ce sont vraiment les 4 personnes ultimement qui prennent 100% des décisions au niveau du portefeuille. Et vous avez les 18 autres membres dans l'équipe qui viennent les appuyer et qui viennent les aider dans la sélection de ces titres-là. Il y a 2 choses, je pense, qui sont intéressantes au niveau de cette diapo-là. La première, si vous faisiez la moyenne des années d'expérience dans cette équipe-là, donc des 22 individus de cette équipe-là, c'est au-dessus de 24 années d'expérience dans l'industrie. Donc, c'est une équipe au global extrêmement expérimentée qui a passé déjà à travers 4-5 différents cycles économiques et cycles boursiers. Et vraiment, avec 24 années d'expérience en moyenne, c'est vraiment probablement une des équipes les plus expérimentées au niveau de la gestion mondiale et internationale, pas juste au Canada, mais assurément à travers le monde. Deuxième élément, C Worldwide est une firme où il n'y a que très peu de départs de la firme. Je pense que la dernière fois qu'un gestionnaire a quitté la firme, c'est il y a plus de 6 ou 7 ans. Et je crois que dans les 30 ans d'historique de la firme, il y a environ eu 2 départs uniquement de gestionnaires. Donc, c'est une firme extrêmement stable. C'est une firme où il y a très peu de gens qui quittent et c'est une firme qui est vraiment au niveau d'expérience très expérimentée comme équipe. La moyenne des années de service chez C Worldwide au niveau de l'équipe de gestion, c'est de 14 ans. Donc, en moyenne dans l'industrie depuis 24 ans, puis au niveau de l'équipe chez C Worldwide, 14 années. Je disais un petit peu plus tôt que la stratégie internationale existe depuis 1986, donc 30 ans. Et la deuxième personne sur la diapo, Bengt Seeger, ça fait 29 ans qu'il travaille chez C Worldwide et ça fait 29 ans qu'il gère ce produit-là. Donc, quand on parle de stabilité, quand on parle d'expérience, quand on parle de performance de la stratégie, puis on va en parler prochainement dans les prochaines diapos, c'est vraiment l'équipe de gestion qui est là, c'est l'équipe qui a généré ces rendements-là. C'est vraiment leur portefeuille, leur stratégie depuis les 30 dernières années qu'on vous présente aujourd'hui. Si on va à la prochaine diapo, on a sélectionné certaines données, certains chiffres et, pour parler de la stratégie. Et essentiellement, je pense que ce qui est important de mentionner ou de voir, c'est que c'est un des rares fonds distincts sur le marché qui est 4 étoiles Morningstar. Donc, c'est quelque chose avec lequel on est extrêmement fiers chez C Worldwide. Donc, 4 étoiles Morningstar sur un fonds qui fait déjà 10 ans qu'on gère pour SSQ. C'est un fonds au cours des 10 dernières années, dont 6 années a été premier quartile. Encore quelque chose qu'on est extrêmement fiers. Et si on regarde au niveau de la performance année après année, on peut voir qu'à travers un cycle complet, là, si on regarde 5 ans et plus, on a réussi à ajouter par rapport à l'indice de référence entre 1,7 et 2,4 % annuellement de performance par rapport à l'indice de référence. Si on regarde depuis le lancement de la stratégie, donc depuis 1986, c'est en moyenne 8 % de rendement annuellement qu'on a ajouté par rapport à l'indice. Et ceci
avec un écart type qui est grosso modo en ligne avec l'indice, environ 50 points de base de l'indice. Donc, ce qu'on essaye de faire chez C Worldwide, c'est annuellement ajouter entre 300 et 400 points de base. C'est ce qu'on vise. Évidemment, on ne l'obtient pas toujours, où il y a de la cyclicalité dans les rendements, mais c'est ce qu'on vise, mais en maintenant le niveau de risque environ égal à celui de l'indice de référence, donc au niveau de l'écart type. Si on va à la prochaine diapo, je pense que c'est une diapo intéressante dans la mesure où elle montre le rendement et le risque ensemble. Et sur le graphique risque-rendement 10 ans, ce qu'on peut voir, le portefeuille de SSQ, donc c'est le petit carré bleu, bien, au niveau de la performance, c'est un fonds qui a été premier quartile et c'est un fonds qui aurait eu légèrement moins de risques que l'ensemble des autres gestionnaires à l'international au niveau de l'univers des gestionnaires internationaux. Donc, je pense qu'au niveau du portefeuille, bien, on a réussi à générer plus de rendement que la moyenne de nos pairs dans l'industrie pour un risque légèrement inférieur. Donc, je pense que c'est un objectif de tout le monde, là, en gestion de portefeuille, de se retrouver dans le cadran en haut à gauche et assurément dans les 10 dernières années pour ce mandat-là, je pense qu'on l'a réussi et espérons que ça continue dans le futur. Prochaine diapo. Essentiellement, c'est le résumé de notre stratégie, de la façon dont on gère le portefeuille. Et vous avez dans le cercle de gauche tous les titres qui sont dans le portefeuille. Donc, je l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est une approche à haute conviction, donc 30 titres maximum, 30 compagnies. Et on a une approche qu'on appelle one in, one out. Donc, à chaque fois qu'on veut ajouter un nouveau titre dans le portefeuille, on doit en vendre un. Et c'est une discipline qu'on applique depuis 1986 dans la composition du portefeuille. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'en gestion de portefeuille, on a des nouvelles idées, on a des nouveaux noms qu'on veut rajouter et on a beaucoup de difficultés à en vendre pour différentes raisons. Mais on s'est donné comme discipline que pour en rentrer un nouveau titre, on doit absolument vendre un titre existant. Et ça amène une discipline au niveau du processus assez rigoureuse. C'est une autre raison qui explique aussi notre très faible taux de roulement dans le portefeuille. Historiquement, notre taux de roulement tournait entre 20 et 25 %. Donc, on a un horizon de 4 à 5 ans, comme je le disais un petit peu plus tôt. Et cette approche-là de one in, one out fait en sorte de générer à travers le temps un taux de roulement relativement faible. Le portefeuille est également composé de titres qu'on appelle, nous, de méga ou de grande capitalisation. On va le voir un petit peu plus loin quand on va regarder certaines statistiques, mais essentiellement, le portefeuille a une capitalisation moyenne boursière de 100 milliards américains, donc environ 135 milliards canadiens de capitalisation moyenne, par rapport à un indice qui est aux alentours de 65 milliards, donc pratiquement le double de capitalisation moyenne au niveau du portefeuille. On l'a dit un petit peu plus tôt, on a vraiment un portefeuille de haute conviction et la partie active du portefeuille représente et même est supérieure à 90 %. Ce que ça veut dire, c'est que 90 % du portefeuille est en fait différent de l'indice de référence. Donc, souvent, du côté institutionnel, quand on rencontre des consultants, ce qu'ils nous disent, c'est qu'on est tout l'opposé d'un ETF. Donc, la gestion passive ou un ETF, on est complètement de l'autre côté. On est vraiment dans les plus actifs des gestionnaires disponibles. Et je pense que c'est important dans la mesure où nos clients payent des frais de gestion et pour payer des frais de gestion, évidemment, on doit s'assurer que les gestionnaires sont actifs et amènent dans le portefeuille leurs meilleures idées. Donc, les 30 actions dans le portefeuille sont ce que l'on pense être les 30 meilleures compagnies à détenir à travers le monde dans un mandat international. Et on le fait de la même façon, comme je le disais un petit peu plus tôt, depuis 30 ans.
Sur la prochaine diapo, à la page 9, on a mis un exemple de Nestlé. On a mis l'exemple de Nestlé. Nestlé, on détient Nestlé dans le portefeuille depuis, en fait, 1987, donc depuis la création d'évaluation de la compagnie. Mais on pense une belle façon de discuter un peu le processus et comment on gère. Essentiellement, ce qu'on cherche, c'est vraiment des leaders dans leur industrie, vraiment des compagnies qui sont les leaders de leur industrie et qui sont capables d'avoir une croissance de leur profit ou de leur bénéfice par action d'environ 5 à 10 par année. Donc, on ne cherche pas des compagnies nécessairement qui ont des croissances de 15-20 et plus par année, mais on cherche minimalement entre 5 et 10 de croissance au niveau des profits. Et on pense, et historiquement, c'est ce qui s'est produit, que si on est capable de trouver des compagnies qui croient leur bénéfice de 5 à 10 par année, bien, le cours de l'action va suivre. Et le cas de Nestlé le démontre très bien. Ce que vous avez en orange, c'est l'appréciation ou la valeur de l'action à travers le temps depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui. On voit que l'action, grosso modo, est passée d'environ 10 à environ 70 au cours des 15 dernières années. Et ce qu'on voit en termes de la ligne grise par plateau, un petit peu pâle, c'est la croissance ou l'évolution à travers le temps du bénéfice par action de Nestlé. Et vous voyez que les deux sont relativement corrélés. Et généralement, quand vous trouvez une compagnie qui est capable de croître ses profits de 5 à 10 par année, bien, la valeur de l'action à travers le temps va suivre. Et c'est le genre de compagnie qu'on cherche, et c'est le genre de compagnie qu'on détient dans le portefeuille. La prochaine diapo à la page 10, essentiellement, c'est en une diapo le processus d'investissement et comment on réussit à partir d'un univers d'environ 4000 différents titres, donc 3700 différentes compagnies, et comment on arrive à bâtir un portefeuille de 30 actions. Donc, le premier critère, c'est qu'on élimine toute compagnie qui a une capitalisation boursière en bas de 5 milliards. On n'est pas dans un portefeuille de petite capitalisation ou même de moyenne capitalisation. On est vraiment, comme je le disais un petit peu plus tôt, dans un portefeuille de très grosse capitalisation, de méga capitalisation même, je dirais. Donc, c'est le premier critère. Par la suite, on applique différents filtres qui sont dans la sélection stratégique. Donc, on cherche des compagnies qui sont essentiellement dans une situation d'oligopole ou même de monopole, si on peut en trouver. Donc, des leaders de leur industrie. Je pense que Nestlé est un très bon exemple de ça. Des compagnies qui ont un pouvoir de tarification, donc pour lesquelles ils peuvent augmenter les prix à travers le temps et qui viennent soutenir la croissance de leurs bénéfices. Je cherche des compagnies qui sont dans des industries à long terme, donc qui n'ont pas à se renouveler d'année en année pour maintenir leur vente ou leur bénéfice. Évidemment, des compagnies pour lesquelles le focus premier est le rendement des actionnaires. Donc, en appliquant ces 4 filtres-là, on a un portefeuille, on se retrouve avec un portefeuille d'environ 700 différentes compagnies. Et c'est là que notre travail chez Sea Worldwide commence vraiment. Donc, on prend ces 700 compagnies-là et c'est là qu'on fait le travail de fond au niveau de l'analyse fondamentale. On va appliquer nos thèmes, nos différentes visions sur les grandes tendances de l'économie, puis je vais revenir un petit peu plus loin sur quelles sont ces tendances-là et comment on les voit. C'est là où on décortique la compagnie, on cherche ses avantages compétitifs à long terme et durables. On applique différentes analyses de gouvernance et de bonne gouvernance et d'éthique. C'est ce qu'on appelle les critères ESG dans la stratégie. Et on peut le voir, l'évaluation arrive vraiment au niveau du 4e élément. Donc, on est conscient chez Sea Worldwide que des fois, notre portefeuille ou certains titres qu'on détient peuvent être chers. Donc, on est prêt à payer un peu plus pour une compagnie pour autant que le potentiel de croissance soit là. Et ça nous est arrivé des fois de payer un peu plus cher au niveau de l'évaluation. Et à court terme, on a pu perdre de l'argent au niveau de ce titre-là.
mais généralement, c'est un horizon de 1 à 2 ans. On a toujours récupéré et c'est vraiment ça ce qu'on cherche. C'est vraiment quand on analyse une compagnie, on la regarde vraiment pour son optique de 4 à 5 ans, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt. Et même si à court terme, sur 1 ou 2 ans, le titre peut être en repli, on vit très bien avec ça. Donc, on accepte de payer un petit peu plus cher aujourd'hui pour la croissance. Et c'est comme ça qu'on arrive à notre portefeuille de 30 actions de 30 compagnies. À la prochaine diapo, la diapo numéro 11, je l'ai dit un petit peu plus tôt, on cherche à bâtir un portefeuille d'environ 30 compagnies, mais on ne veut pas avoir plus de risques que l'indice de référence, donc dans ce cas-ci, le MSCI Action internationale. Donc, la façon dont on construit le portefeuille, c'est qu'on a une base qu'on appelle nos titres à croissance stable. Donc, ça, ce sont des compagnies qui, historiquement, ont eu des volatilités au niveau de leurs revenus ou de leurs profits très basses et au niveau de leurs titres très basses. Donc, Nestlé, Unilever, c'est deux exemples de compagnies qu'on retrouve dans le portefeuille qui ont eu un niveau de volatilité beaucoup plus bas. Et ce que ça nous permet de faire, le fait qu'on ait une partie de notre portefeuille qui est vraiment moins volatile, c'est que ça nous permet d'investir dans des compagnies thématiques ou des compagnies qui ont un peu plus de risques que généralement l'indice, que ce soit HDFC, Bank Bank en Inde, ou TSMC, qui est le plus grand fabricant de chips électroniques à travers le monde. Donc, c'est vraiment le mix d'un portefeuille bâti sur la croissance stable et des thèmes, des compagnies un peu plus risquées qui font partie de nos thèmes. C'est vraiment la combinaison des deux qui nous permet d'avoir un risque qui s'apparente au marché, mais d'aller chercher la valeur ajoutée au niveau des compagnies thématiques. Prochaine diapo, c'est le portefeuille dans son entier. On peut voir la diversification par secteur et par région. Je pense que ce qui est important de retenir ou de voir de cette diapo-là, c'est que même si on détient 30 titres dans le portefeuille, donc on est concentré au niveau des titres, c'est un portefeuille qui est relativement bien diversifié au niveau des secteurs et également au niveau de la représentation géographique. On tend à avoir une surpondération au niveau des marchés émergents. On peut voir que le portefeuille est environ à 20% en marché émergent. On pense qu'il y a des superbes opportunités dans les pays émergents, dans certaines compagnies, et on l'exploite dans le portefeuille. Donc, historiquement, dans le portefeuille, on a eu entre 10 et 20%, 20% étant le maximum qu'on a détenu au niveau du portefeuille. Donc, très bonne répartition au niveau sectoriel et au niveau régional, au niveau du portefeuille. À la prochaine diapo, ce qu'on démontre ou ce qu'on essaye de montrer, c'est si on devait mettre les titres en termes de thèmes dans le portefeuille, c'est la répartition dans laquelle on se retrouverait. Donc, je pense que ce qui est important de voir, c'est la proportion aujourd'hui des titres à croissance stable est environ de 42% dans le portefeuille. C'est probablement le plus bas qu'on a été. Généralement, on se situe entre 40 et 60%. Et je dirais que depuis environ 2-3 mois, cette proportion-là, on l'augmente graduellement. Donc, on devient de plus en plus conservateur au niveau du portefeuille. On est quand même dans une 10e année de cycle haussier au niveau boursier. Donc, ça fait 10 ans, année après année, qu'on ajoute que les indices sont positifs au niveau de la bourse internationale. Et graduellement, on commence à réduire le risque au niveau du portefeuille. Donc, on prend une approche de plus en plus
conservateur au niveau du portefeuille, assurément dans les derniers mois. Et le pourcentage de croissance stable grandit depuis certains mois et assurément, on pense que dans les prochains mois, on va continuer de réduire le risque au niveau du portefeuille et prendre une approche plus conservatrice. Le portefeuille, ceci étant dit, le portefeuille est toujours investi à 100%. Le niveau d'encaisse qu'on garde, c'est le minimum pour s'assurer du bon fonctionnement du fonds. Mais généralement, le niveau d'encaisse n'est jamais supérieur à 3-4% maximum. Donc, c'est un portefeuille 100% investi. Et la façon dont on va plus conservateur, bien évidemment, c'est en augmentant les titres de style conservateur dans le portefeuille, donc au niveau de la croissance, stable. Rapidement, parce que je vois que le temps file, au niveau de la prochaine diapo, on met certaines caractéristiques du portefeuille et essentiellement, je pense que ce qui est important de retenir, c'est au niveau de l'évaluation, je l'ai dit un petit peu plus tôt, on est correct à payer un petit peu plus cher. Donc, vous allez voir, les ratios d'évaluation sont généralement plus élevés que l'indice. Vous allez voir, par contre, que le potentiel de croissance est beaucoup plus élevé, que ce soit au niveau de la croissance des bénéfices par rapport à l'indice. Et vous allez voir que la qualité des actifs, généralement, nos ratios de qualité des actifs est supérieur à l'indice. Et c'est ce que le tableau démontre. Je ne vais pas dans le détail, mais vous avez l'information si vous allez plus loin, mais c'est directement en lien avec la stratégie. Prochaine diapo, et on pense que c'est important dans le contexte canadien. Je pense que quand vous devez choisir un portefeuille international, vous voulez vous assurer que le portefeuille amène une bonne diversification. Et ce que vous êtes capable de voir avec la diapo, la slide numéro 15, c'est qu'essentiellement, au niveau de la corrélation par rapport à l'indice canadien, donc du S&P TSX, c'est probablement un des fonds internationaux les moins corrélés disponibles au Canada par rapport à l'indice canadien. Donc, probablement un des plus grands diversificateurs au niveau international par rapport, comme je disais, à d'autres stratégies disponibles au Canada et par rapport aux actions canadiennes. Je regarde le temps filer. Si c'est possible, Jean-François, d'aller à la diapo numéro 19. Et essentiellement, ce sont actuellement, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, des différents thèmes au niveau du portefeuille. Et on a plusieurs thèmes au niveau qu'on analyse. Il y en a environ, je dirais, une quarantaine de différents thèmes et de thématiques au niveau du portefeuille. Mais assurément, ce que vous avez sur la diapo 19, ce sont les thèmes qu'on croit les plus importants actuellement dans le portefeuille. Donc, la montée de l'État-nation, je pense qu'on le voit depuis l'arrivée de Donald Trump aux États-Unis. Donc, les frontières se ferment, les différents gouvernements focusent de plus en plus sur leur économie interne et les tarifs augmentent et réellement, on voit une accélération de ce thème-là. En contrepartie, on voit un déclin de la mondialisation et on pense que ça va avoir des impacts importants au niveau des marchés boursiers, au niveau des compagnies dans lesquelles on doit investir. Donc, ça, c'est deux thèmes importants qu'on retrouve actuellement dans le portefeuille. Dans le fond, les thèmes, il faut voir ça comme quelles sont les choses qu'on croit qui peuvent influencer le plus le rendement du portefeuille à court et à moyen terme. Donc, la montée de l'État-nation, la diminution de la mondialisation. Les deux autres thèmes les plus importants, c'est vraiment tout ce qui est information en nuage, donc tout ce qu'on appelle le cloud computing, puis tout ce qui est intelligence artificielle. Donc, ce sont des deux autres thèmes très importants dans le portefeuille dans lesquels on est fortement surpondéré pour en prendre le plus de bénéfices possible. Ainsi, j'ajouterais la croissance de la classe moyenne. Donc, surtout dans les pays asiatiques, le portefeuille, à travers sa répartition, est pondéré pour aller bénéficier au maximum de ce thème-là également. Donc, écoutez, si je pourrais rapidement conclure, j'irai à la slide 24. Essentiellement, pourquoi on pense que c'est une stratégie que vous devriez regarder ou regarder en profondeur? Bien, c'est vraiment une équipe de gestion qui est stable, 22 professionnels
géré de la même façon depuis 1986, en moyenne plus de 20 ans d'expérience en investissement. Portefeuille à forte conviction, 30 meilleures idées, méga capitalisation, et on pense que c'est un portefeuille qui fiscalement est très avantageux dû à son faible taux de rotation. Et on pense que depuis 30 ans, bien, on a éprouvé cette approche-là, notre façon de faire, et dans différents cycles. Et on pense également que c'est un portefeuille qui est extrêmement complémentaire pour les investisseurs canadiens. Alors, Jean-François, je te retourne la parole. Merci, Éric. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à la période de questions. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions, ils peuvent les poser dans la section Q&A. Mais on a déjà une question, dans le fond, à te poser. C'est concernant le risque. Comment gérez-vous le risque du portefeuille avec 30 titres dans le portefeuille? Merci, Jean-François. Oui, c'est une question qu'on reçoit énormément, surtout au niveau institutionnel, quand on rencontre les consultants. On pense que ce qui est le plus important, ce n'est pas nécessairement le nombre de titres qu'on a dans un portefeuille, mais la composition du portefeuille. Donc, notre objectif, c'est toujours de s'assurer que le portefeuille a un écart type ou un niveau de risque semblable à l'indice. Et au cours des 30 dernières années, on était capable de maintenir le niveau de risque du portefeuille de stratégie directement en lien avec l'indice. Pourquoi? Parce que le portefeuille est bâti d'une façon à ce que chacun des titres est complémentaire ou non corrélé un par rapport à l'autre. Donc, quand, je le disais un petit peu plus tôt, on veut amener un nouveau titre dans le portefeuille, on doit en sortir un. Et la première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on augmente le risque du portefeuille global? Est-ce que ça va amener un élément de diversification supplémentaire ou, au contraire, ça va venir moins bien diversifier le portefeuille? Donc, c'est le premier critère qu'on regarde quand on veut ajouter ou éliminer un titre, à savoir est-ce que le fait qu'on a un portefeuille concentré de 30 titres, on va augmenter le risque ou le diminuer? Et ça fait partie à 100% de l'analyse. Et on pense que l'historique démontre qu'on a réussi à faire une relativement bonne job, là, si je peux dire, à ce niveau-là, en ayant maintenu le risque total du portefeuille en ligne avec l'indice. Merci. On n'a pas d'autres questions dans la section Q&A. Donc, merci beaucoup, Éric, pour ta présentation. C'est très intéressant. Donc, ceci conclut la présentation. À tous ceux qui ont écouté le webinaire, merci de votre participation. Et revenez-nous en novembre alors que Bigelow Goodman nous présentera leur stratégie d'action américaine. Donc, bonne journée à tous. Merci beaucoup.